Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu, ravi de vous retrouver pour le lien Info Bernica. Nous sommes le mercredi 3 juin 2020, vous êtes bien sur Radio ACB 101.7 FM ou peut-être que vous avez fait le choix de nous écouter en streaming sur internet www.radioacb.re. Quel que soit le support d'écoute, bienvenue à vous, je vous invite à découvrir le sommaire d'aujourd'hui. Réunion, hier, Lille est entrée en deuxième phase de déconfinement. Bar, restaurant, qu'est-ce qui va changer? C'est ce qu'on va voir ensemble. Réunion toujours après les tests virologiques, les tests sérologiques arrivent sur l'île. Métropole environnement, après une pause, la pollution repart-elle de plus belle? On s'intéressera également à une info qui fait écho au Lib de mercredi dernier dans lequel je vous parlais de la fragilité des espaces maritimes et plus particulièrement des oiseaux qui y nichent à cette période. Et bien dans l'Hérault, des nids d'oiseaux ont été détruits lors d'un rodéo sur la plage. Au niveau international, c'est le sujet incontournable du moment. On ne parlera pas de SpaceX, l'actualité est brûlante, les États-Unis semblent connaître des tensions inédites depuis l'entrée au pouvoir de Donald Trump, suite au décès d'un homme noir de 46 ans lors d'une interpellation policière à la violence décomplexée et injustifiée. Qui était George Floyd? Peut-on parler de racisme institutionnalisé ou tout du moins de violence absolument disproportionnée, en particulier sur la ville de Minneapolis où a eu lieu le décès de George Floyd? J'essaierai de vous donner un maximum d'infos pour comprendre ce dossier brûlant qui agite l'Amérique. Dans le vrai du faux, on s'intéressera également à ces manifestations qui agitent l'Amérique. Une chaîne américaine a-t-elle présenté des images du film World War Z comme étant celles des émeutes se déroulant actuellement? C'est ce qu'on verra dans le vrai du faux, la rubrique dédiée aux fausses informations ou fake news. Enfin culture, je vous parlerai du retour de Sparta, projet musical emmené par Jim Ward, un ancien du groupe ultra-culte d'El Paso at the Drive-In. Allez, on va pouvoir y aller, c'est le Lib et ça commence tout de suite sur Radio ACB. Réunion hier 2 juin marquait le début de la deuxième phase du déconfinement. Réouverture des cafés, des bars, des restaurants, des lycées, beaucoup d'annonces attendues entraient hier en vigueur. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, quasiment à l'arrêt depuis plusieurs semaines, reprend donc du service. Pour les restaurateurs, c'est un soulagement. Avec la mise en place d'un protocole sanitaire strict, les établissements sont autorisés à rouvrir. Depuis hier, donc, il est de nouveau possible de s'installer en terrasse comme à l'intérieur des cafés, des bars ou des restaurants en respectant plusieurs règles de sécurité, à savoir la distance entre les tables, le port du masque pour le personnel et pour les clients circulant au sein de la structure, mais aussi l'interdiction de consommer debout. En ce qui concerne l'éducation, les lycéens commencent eux aussi à retrouver le chemin qui les mène aux salles de cours. Même si tous les lycées de Lille rouvraient hier, tous les lycéens n'étaient pas présents hier matin. Les établissements ne peuvent en effet accueillir qu'une partie des élèves en respectant des mesures de sécurité, là aussi bien entendu. À l'Étang-Salé par exemple, les établissements scolaires ont ouvert leurs portes hier matin. Si plusieurs communes de Lille ont rouvert leurs écoles, d'autres reprendront le 8 juin prochain. Autre point important, c'est la réouverture des musées et plus largement l'accès à la culture. Les musées peuvent en effet de nouveau accueillir du public. Pour Robert Fonlupt, cofondateur du musée des musiques et instruments de l'océan Indien, je cite « C'est important, nous étions impatients, nous avons pris toutes les mesures recommandées, nous sommes prêts à attendre les visites. Dès aujourd'hui à 10h, nous reprenons les mêmes horaires qu'auparavant. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour autant, il y a eu des travaux de rénovation, nous nous sommes préparés comme pour une grande ouverture. » Fin de citation. La Maison Morange ou Musée des musiques et instruments de l'océan Indien, c'est un musée situé à Helbourg, à Salazie. Si vous ne l'avez pas déjà visité, je vous le conseille chaudement, c'est une visite incontournable de l'île. Les salles de sport, elles aussi, réouvrent. L'activité sportive ayant été très réglementée durant ces 2 derniers mois, les salles de sport sont autorisées à rouvrir depuis hier. Restés sur le banc de touche depuis près de 2 mois, les gérants des salles de sport sont prêts à accueillir leurs adhérents. Lille reprend donc petit à petit ses marques et s'apprête à vivre quotidiennement avec les risques liés au virus du Covid-19. À ce propos, les tests sérologiques arrivent à la Réunion. Ils permettent, grâce à un prélèvement sanguin, de détecter la présence d'anticorps dans l'organisme afin de savoir si le patient a été atteint du coronavirus dans le passé. Les tests sérologiques sont différents des tests virologiques. D'abord dans leur mode de prélèvement. Le test virologique est effectué au niveau de la muqueuse nasopharyngée, le nez finalement, alors que le test sérologique est réalisé grâce à un prélèvement sanguin. Ensuite, le test sérologique permet de savoir si la personne a été infectée par le coronavirus, quand le test virologique, lui, permet de savoir si la personne est atteinte du virus au moment du test.
il est possible de faire ce nouveau test avec la prescription d'un médecin. Les analyses sont rapides puisque les résultats sont communiqués aux patients 24 heures après le test. L'arrivée de ce nouveau test est une bonne nouvelle car il constitue un outil essentiel dans la lutte contre le coronavirus. Sa généralisation permettra d'estimer le nombre de personnes réellement contaminées par le virus et ainsi de savoir dans quelle mesure on s'approche ou non de l'immunité collective. Métropole Environnement, après une pause pour les poumons, la pollution est bien de retour à Toulouse dans le sud-ouest et dans la France métropolitaine en général. En effet, durant 2 mois, les gazouillis des oiseaux ont remplacé le bruit de fond du périphérique toulousain et son lot de gaz issus des pots d'échappement, au point que la pollution au dioxyde d'azote avait baissé de 61% le long des axes routiers de la Ville Rose durant la période de confinement. Mais depuis plus de 15 jours, le périphérique a retrouvé son balai incessant de voitures au rythme de la reprise économique. Pour Dominique Thillac, la directrice d'Atmo Occitanie, l'Observatoire régional de la qualité de l'air, je cite « Si les analyses restent en dessous des niveaux d'avant-confinement, si on peut les maintenir ainsi, ce serait une très bonne nouvelle car c'est 32% de pollution en moins sur la région. » Alors que la baisse de la pollution avait été brutale et rapide, la hausse ne suit donc pas le même mouvement. Si elle n'est pas revenue à son niveau d'avant la crise en Occitanie, c'est à Toulouse, à proximité de ces axes routiers, que la pollution a été tout de même la plus élevée ces 15 derniers jours. Les niveaux de dioxyde ont augmenté de plus de 70% par rapport à la période de confinement, quand ce chiffre a été de 32% à Montpellier. Si la pollution de fond au dioxyde d'azote a suivi les oscillations à la baisse de l'activité économique, celle aux particules fines est restée à un niveau élevé. Au début du confinement parce qu'il faisait froid et que les chauffages tournaient encore à plein régime, puis parce que les gens ont commencé à jardiner pour s'occuper et brûler leurs végétaux. Sans compter le rôle des particules venues d'ailleurs, que ce soit du sable désertique ou des épandages agricoles du nord de la France. Reste que les poumons des métropolitains auront quand même profité de cette période grâce à la baisse du trafic routier et du dioxyde d'azote mais aussi de l'ozone. Ces chiffres sont loin d'être anodins lorsque l'on sait que chaque année, la pollution de l'air tue prématurément 48 000 personnes en France. Métropole, toujours une info qui fait écho au Lib de mercredi dernier dans lequel je vous parlais de la fragilité des espaces maritimes et plus particulièrement des oiseaux qui y nichent à cette période. Eh bien dans l'Hérault, des nids d'oiseaux ont été détruits semble-t-il lors d'un rodéo ce week-end sur la plage. Entre colère et tristesse, les membres de l'association de sauvegarde du littoral des Orpelières sont consternés. Dans la nuit de samedi à dimanche, des motards se sont offerts une séance de rodéo sur la plage à Sérignan dans l'Hérault, détruisant des nids de sternes naines, des oiseaux qui pondent sur le sable. Pour les protéger, la commune avait pourtant installé des rubans et des panneaux d'interdiction. Ça n'aura malheureusement pas suffi. Yann Geor, le président de l'association qui envisage de déposer plainte, déplore, je cite, « C'est la première fois que ce dispositif avait été mis en place. C'était malheureusement quasiment certain que ça allait arriver, mais nous continuons à faire de la prévention, de l'éducation et surtout les oiseaux vont faire d'ici peu de temps une deuxième ponte, celle-ci nous allons la surveiller de très près. » Depuis plusieurs semaines, de nombreuses associations appelaient en effet les promeneurs à la vigilance en raison de la présence d'œufs, de gravelots ou de sternes naines sur le sable. Ces oiseaux ont en effet profité du calme inédit en bord de mer pour pondre sur les plages. Ces espèces ont certes investi leur zone habituelle de pondaison, mais elles ont également investi de nouveaux territoires désertés par les amateurs de bronzage entre la mi-mars et la mi-mai. Une info à retrouver sur le site 20minutes.fr. On passe à l'actu internationale et c'est le sujet du moment. Les États-Unis semblent connaître des tensions inédites suite au décès d'un homme noir de 46 ans lors d'une interpellation policière à la violence décomplexée et injustifiée. Qui était George Floyd? Qui est le policier inculpé? Comment a réagi le président Trump? Que sait-on exactement des violences policières aux États-Unis? Voici quelques réponses à ces questions sur le dossier brûlant qui agite l'Amérique et bientôt le monde, puisque les manifestations se multiplient à Berlin, Londres et même Paris hier après-midi. Tout d'abord, comment George Floyd est mort? George Floyd, 46 ans, est mort le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans le Minnesota, suite à une interpellation policière qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les images montrent une arrestation très brutale effectuée par 4 policiers. L'un d'eux, Derek Chauvin, apparaît agenouillé sur le cou de George Floyd, alors que celui-ci est plaqué au sol durant plusieurs minutes. Les agents des forces de l'ordre ont indiqué avoir agi suite à un appel signalant George Floyd en état d'ivresse et ont indiqué dans leur rapport que ce dernier avait opposé une vive résistance, ce que contredisent les images prises par un témoin et par une caméra de vidéosurveillance.
Au sol, George Floyd a exprimé de manière claire qu'il ne pouvait plus respirer. Une enquête ouverte par les services de police et une investigation du FBI ont conduit à l'arrestation du policier Derek Chauvin. Derek Chauvin a été inculpé donc vendredi 29 mai pour homicide involontaire et acte cruel dangereux ayant causé la mort. L'homme a fait l'objet de plusieurs reportages de médias américains depuis les faits survenus le 25 mai. Les journalistes de CNN ont dévoilé que Derek Chauvin a fait l'objet de 18 plaintes par le passé pour son comportement, ayant conduit simplement à 2 lettres de réprimande. L'ancien policier de Minneapolis a par ailleurs été décoré d'une médaille après avoir reçu une balle lors d'une intervention pour violence domestique en 2008. Il a aussi été impliqué dans 2 autres fusillades. L'une d'elles, en 2006, a conduit à la mort d'un homme de 42 ans abattu par la police qui a indiqué dans un rapport officiel avoir agi par légitime défense. Quelle est la réaction de Donald Trump, le président des États-Unis ? Eh bien, le président américain a d'abord fait savoir, samedi 30 juin, qu'il avait appelé la famille de George Floyd pour lui présenter ses condoléances. Je cite, « Je me tiens du côté de tous les Américains en quête de justice et de paix », fin de citation. C'est ce qu'il avait déclaré lors d'un point presse avant de commenter les manifestations en ces termes. Je cite « Je me tiens aussi devant vous en ferme opposition à quiconque exploite cette tragédie pour piller, voler, attaquer et menacer. Nous soutenons le droit des manifestants pacifiques et nous entendons leurs appels. Mais ce que nous voyons dans les rues de nos villes n'a rien à voir avec la justice ou la paix. La mémoire de George Floyd est déshonorée par les émeutiers, les pillards et les anarchistes. La violence et le vandalisme sont le fait des groupes Antifa et d'autres groupes radicaux de gauche qui terrorisent les innocents, détruisent des emplois, nuisent aux entreprises et incendient des bâtiments. » Fin de citation donc de Donald Trump. Dimanche 31 mai, le président américain s'est montré plus direct en ciblant sur Twitter ses opposants politiques et en condamnant les rassemblements, appelant les élus et les gouverneurs démocrates à, je cite, être plus fermes contre les émeutiers. Donald Trump, je cite encore, « Ces gens sont des anarchistes. Appelez notre garde nationale maintenant. Le monde vous regarde et se moque de Joe l'endormi », en référence à Joe Biden, son principal adversaire à la prochaine présidence des États-Unis. Mardi 2 juin, Donald Trump a demandé à ses gouverneurs de faire preuve de fermeté pour maîtriser les rues. Il a également signifié qu'il était prêt à déployer l'armée pour, je cite, « rapidement résoudre les problèmes ». Alors les violences policières aux États-Unis, c'est quelque chose qui revient assez souvent. De quoi parle-t-on exactement ? Comme le rapporte Mapping Police Violence, les violences policières touchent principalement les populations noires aux États-Unis. Ils sont 3 fois plus représentés que les personnes blanches dans le nombre de personnes tuées par la police entre 2013 et 2019. Autre chiffre saisissant, sur l'année 2019, il n'y a que 27 jours durant lesquels il n'y a eu aucun décès dû à un tir de policier. La carte visible sur le site de 20 minutes permet de se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Mapping Police Violence faisant un point sur chaque personne tuée par la police en 2019. Et donc sur cette carte, eh bien, des points rouges, il y en a absolument partout. Je vous invite à retrouver cet article dans son intégralité ainsi que sa carte interactive sur le site 20minutes.fr, www.20minutes.fr. On passe au vrai du faux et c'est le moment de revenir sur une information trompeuse qui circule sur le net à propos des manifestations qui ont lieu aux États-Unis en ce moment. Un montage partagé plus de 160 000 fois, alors qu'il est faux, c'est l'étrange trajectoire d'un tweet qui accuse la chaîne américaine MSNBC d'avoir diffusé des images du film World War Z, un film catastrophe de type fin du monde, pour tromper le public sur l'ampleur des manifestations qui se sont déroulées dans plusieurs villes du pays après la mort de George Floyd le 25 mai dernier. L'auteur anonyme du tweet met côte à côte 2 images, une prétendue capture d'écran de la chaîne de télévision avec une vue aérienne de Philadelphie et une capture d'écran de la bande-annonce du film de zombies World War Z. Les 2 images sont identiques, l'image est bien extraite de la bande-annonce du film, mais elle n'a pas été diffusée par la chaîne américaine. Il s'agit en effet d'un montage réalisé par Batscooter, c'est son pseudonyme, un utilisateur de Twitter. L'auteur de ce montage a reconnu que la plaisanterie lui a échappé. Je cite, « J'ai dramatiquement sous-estimé Twitter ». Il a présenté ses excuses, expliquant ne pas s'attendre à ce que le montage soit autant diffusé. Moralité qui s'applique à chaque fois à cette petite section donc du vrai du faux. Toujours croiser les infos, c'est la règle. Allez, place à la culture, je vous parle aujourd'hui du groupe Sparta et de la sortie du nouvel album du groupe, Trust the River.
Sparta est un groupe de post-hardcore américain originaire d'El Paso, au Texas. Après la séparation de leur ancien groupe At The Drive-In, le batteur Tony Ajar et le bassiste Paul Inoros s'assemblent pour former un nouveau groupe. Inoros entre en contact avec l'ancien guitariste d'At The Drive-In, Jim Ward, pour le rôle de chanteur. Le groupe signe alors avec le label DreamWorks en 2001. En août 2002, Sparta publie son premier album, Wiretap Scares. L'album leur amène une certaine notoriété, un album qui comprend un son plus épuré et accessible comparé au son distordu d'At The Drive-In. Leur nouvel album sort donc ces jours-ci, il s'intitule Trust the River. Un album dans la continuité des précédents, mais tout aussi efficace. On retrouve la charge émotionnelle intense véhiculée par la voix tout à fait poignante de Jim Ward, au service de grosses guitares tantôt saturées, tantôt plus calmes. Ça s'appelle donc Trust the River, c'est le nouvel album de Sparta, et le single Miracle est à retrouver tout de suite à la fin de ce numéro du Lib. Merci de m'avoir suivi sur Radio ACB 101.7 FM. Je vous rappelle que les numéros du lien Info Bernica sont réécoutables sur YouTube. Vous tapez YouTube plus Radio ACB. Demain, vous retrouverez Flo et Mathieu aux commandes du Lib. On se quitte en musique, comme promis avec Sparta et le titre Miracle. Bonne journée sur Radio ACB, la radio du collège Le Bernica à Saint-Gilles-Léo.